18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. En football, l'équipe de Suisse est qualifiée pour l'Euro 2024. La troupe de Murat Yakin a validé son ticket en direction de l'Allemagne hier au terme d'une énième soirée décevante. En hockey sur glace, une grosse semaine de derby se prépare en Valais avant Viège-Sierre. Sierre Martigny et Martigny-Sierre ont fait le point sur l'état des trois formations du canton en compagnie de notre consultant Dany Gélina. Et puis en troisième et dernière partie d'émission, on parlera de ski alpin et des épreuves de Zermatt-Chervignac qui devront attendre jusqu'à l'an prochain avant d'espérer enfin vivre leur baptême de la Coupe du Monde. Comme il y a 12 mois, toutes les courses masculines et féminines sont passées à la trappe ces 2 dernières semaines. Football, hockey et ski alpin au menu de l'émission de ce soir. Merci d'être avec nous, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM. Rhône FM, Zone Mixte avec Christophe Morillon. Et dès à présent, notre ligne WhatsApp est ouverte. Nous attendons vos éventuelles questions ou remarques au 079 327 10 10. 079 327 10 10. Zone Mixte, le débrief. Pas de débrief d'un match du FC Sion donc cette semaine puisqu'il y avait la pause internationale. Retour donc sur les performances de notre équipe de Suisse. Une équipe de Suisse officiellement qualifiée depuis hier soir pour l'Euro 2024 en Allemagne. Bonsoir Stéphane Sarny. Bonsoir. Stéphane Sarny, vous êtes entraîneur du FC Sion M21. On parlera donc quand même un petit peu du club valaisan dans quelques instants. Mais avant ça, revenons donc sur l'actu chaude, cette qualification de l'équipe de Suisse pour l'Euro 2024. Ticket validé hier à la faveur d'un nul 1-1 face au Kosovo et de la défaite 2-1 d'Israël contre la Roumanie. Mais pas d'euphorie hier soir du côté de Bâle pour fêter, si on peut dire ça comme ça, cette qualification. Oui, absolument. C'est vrai que le match en soi n'était pas forcément un match très emballant. Maintenant, l'objectif est atteint. Je crois que au début de cette campagne, c'est ce qu'il y a de plus important. L'objectif d'y arriver, de l'atteindre, et c'est chose faite pour cette nation cette équipe surtout qui a du potentiel et qui mérite certainement de participer à cette grande compétition. Un match pas très emballant, vous le dites. L'équipe de Suisse qui a été dominatrice durant les 45 premières minutes, qui a marqué par Ruben Vargas le 1-0 en tout début de deuxième mi-temps. Puis tout d'un coup, j'ai envie de dire patatras, tout s'est écroulé. L'équipe de Suisse qui s'est endormie et qui a concédé cette égalisation en fin de match, une égalisation logique, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un scénario qui est vu, qui est revu depuis des mois lorsqu'on assiste au match de l'équipe de Suisse. Oui, effectivement, c'est vrai que le scénario s'est un petit peu répété lors des dernières sorties de l'équipe suisse. Il y a certainement peut-être aussi des traces qui sont laissées par ces scénarios à moyen voire long terme. On sait que quand on joue, quand on évolue, on y pense forcément, dire pourvu pas que ça nous arrive. Et puis forcément, quand il y a un moment peut-être de relâchement, comme ça a été le cas hier soir, parce que je crois que pendant plus de 70 minutes, 65-70 minutes, l'équipe de Suisse a maîtrisé quand même son adversaire en étant assez haut sur le terrain, en exerçant un jeu qui était assez attractif, pas forcément le plus emballant, mais qui était intéressant face à un adversaire qui jouait beaucoup sur contre, qui jouait ses cartes à fond, et puis comme on l'a vu, sur une action qui était assez bien amenée finalement. Il y a eu ce goal qui est un petit peu à juste titre, je dirais. Ça nous pendait au bout du nez. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la qualification est acquise et on retiendra ça. On regarde le verre à moitié plein avec cette qualification de l'équipe de Suisse. Mais comment est-ce qu'on explique ? Ça fait 7 matchs, sur les 7 derniers matchs de l'équipe de Suisse, il y a seulement 2 victoires contre Andorre, 2-1 en Andorre, 3-0 ici à Tourbillon en marquant 2 buts dans les dernières minutes, 5 matchs nuls. Comment est-ce qu'on explique que l'équipe de Suisse, à chaque fois, ou presque mène, s'écroule en fin de match ou ne parvient tout simplement pas à exploiter cette prétendue supériorité face à des adversaires qui sont quand même bien plus faibles qu'elle sur le papier ? Alors expliquer, je ne sais pas si ça s'explique. Je pense qu'il faut il faudrait plutôt d'abord vivre à l'intérieur du groupe, de l'équipe, pour savoir effectivement ce qui pourrait éventuellement expliquer des événements pareil. Maintenant, je dirais que l'essentiel, c'est maintenant de tourner la page, peut-être de ces qualifs, de passer à autre chose, de préparer cet Euro de la meilleure des manières. Avec un groupe qui est, à mes yeux, de très grande qualité. Il y a la majeure partie des joueurs qui jouent dans des grands championnats, que je pense notamment à Akanji, qui est pour moi un des meilleurs défenseurs actuellement en Europe, qui s'affirme dans un club, City, où c'est très compliqué d'y arriver et de s'imposer. Il le fait. Il y a des joueurs comme Zakaria qui sont, à mes yeux,
très très importants dans cette équipe suisse, qui sont même indiscutables. Chaka, pareil. On a des jeunes joueurs comme Okafor qui sont incroyables, qui sont potentiellement très intéressants. Donc voilà, il y a une marge de progression qui est énorme. Il y a des joueurs, il y a un réservoir, il y a une longueur aussi de banc, je dirais, entre guillemets, qui est plus qu'intéressante. Donc tout est réuni pour bien faire. Maintenant, c'est clair que la dynamique des résultats, elle amène quelque chose en plus. Elle est importantissime. Mais voilà, tant qu'on n'est pas à l'intérieur, qu'on ne sait pas à l'interne ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, les états d'âme et puis aussi les états de forme des uns et des autres, c'est compliqué à se prononcer. Et puis bien entendu, l'entraîneur, c'est toujours celui qui porte le chapeau. Maintenant, les joueurs doivent aussi se responsabiliser, parce que c'est les joueurs, les protagonistes, c'est eux qui doivent se responsabiliser aussi par rapport à ces faux pas qui se font en fin de match. Donc c'est eux les protagonistes, et je pense qu'il y a aussi quelque chose à regarder avec les joueurs. Vous parlez de l'entraîneur, on parle évidemment de Murat Yakin, un homme qui est passablement décrié ces derniers jours, voire ces derniers mois, lorsque l'on regarde les performances de l'équipe de Suisse. Alors avant d'ouvrir la discussion sur la grosse thématique Murat Yakin, je vous propose d'écouter le directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami, qui évoquait hier en fin de match la situation de son coach au micro de notre envoyé spécial, Johan Roduet. On l'a dit en mois de janvier, on l'a répété en mois de juin. Murat Yakin, comme je l'ai dit lundi, il a un contrat jusqu'à la fin de l'Euro. Mais c'est déjà prévu que quand même à terme de ces 10 matchs de qualification, on veut quand même faire le point de la situation. Pour une analyse du point de vue du résultat, mais aussi, on l'a toujours dit, du développement de l'équipe. Stéphane Sarnier, je vous pose la question de manière un peu cash, mais Murat Yakin, stop ou encore avec l'équipe de Suisse? Dur à dire, effectivement. Donc je suis obligé, pas obligé, mais de défendre la corporation, forcément, c'est le coupable idéal, bien entendu. L'entraîneur est toujours le coupable et sera toujours le coupable idéal. Je dirais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les joueurs doivent se responsabiliser, parce que c'est eux les protagonistes. L'entraîneur fait des choix, bien entendu, il doit assumer ses choix. Je crois qu'il les assume maintenant. Voilà, il y a plein de choses dans lesquelles on pourrait peut-être critiquer Murat. On pourrait aussi lui dire qu'aujourd'hui, finalement, il se défend avec ça. C'est que l'objectif qui lui a été fixé, il est atteint. Maintenant, voilà, c'est une discussion, c'est une réflexion qui doit être menée à l'interne, sans forcément prendre en compte les avis des uns et des autres, parce qu'on a tous des avis différents, des points de vue différents. Il y a aussi une relation coach-entraîneur qui doit être importante, surtout pour entamer une compétition importante comme l'Euro. Mais voilà, l'important c'est qu'il y ait de la compétence qui soit là pour un groupe qui est qualitatif, et si c'est Murat, tant mieux pour la continuité, parce que je pense que la continuité est importante. Maintenant, si un changement est nécessaire, je pense que les personnes en charge de prendre des décisions sont assez compétentes, du moins je l'espère, pour pouvoir le faire, le cas échéant. De votre regard de coach, est-ce que vous sentez que Murat Yakin a toujours cette équipe en main? Parce que d'un regard extérieur, on se dit, voilà, vous avez parlé d'Akanji qui brille à City, de Chaka qui brille à Leverkusen, il y a plein de joueurs qui brillent dans leur club. Lorsqu'ils portent le maillot de l'équipe de Suisse, on a l'impression qu'ils jouent contre le sélectionneur un peu. Non, jouer contre le sélectionneur, je pense pas. Je pense pas, parce que dans ce cas-là, ce serait à mes yeux une faute professionnelle, bien entendu. Déjà ça. Et puis un joueur, quand il joue un match de plus est international pour se qualifier à une compétition comme un Euro, ne peut pas et ne doit pas et ne le fait pas à l'encontre de l'entraîneur, parce que c'est un titre. Les titres, c'est les choses qui sont les plus motivantes dans une carrière de sportif de haut niveau, que ce soit en tennis, en foot, en hockey ou peu importe. Le joueur, le footballeur, le sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours, quotidiennement, pour ça. Donc, je vois mal un joueur jouer contre un entraîneur pour une catégorie, et surtout pour un objectif pareil. On va fermer cette première page consacrée à l'équipe de Suisse, Stéphane Sarny, pour parler un peu plus de vous, de votre réalité à la tête des M21 du FC Sion. Dernière sortie en date, c'était hier à Tourbillon, un match nul de partout face aux Vaudois de la Saraï-Clépan. Première question que je vais vous poser, tout simplement, quelle analyse est-ce que vous faites de cette rencontre, de ce nul obtenu en toute fin de match sur un penalty? Je dirais que c'est un nul. Forcément, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, à froid maintenant, l'analyse, je suis satisfait de la performance des gars. Je suis satisfait de l'état d'esprit qui a été mis dans ce match, notamment où on a maîtrisé notre match et nos adversaires durant 75 minutes. Maintenant, voilà, il y a eu 2 goals encaissés sur des erreurs individuelles, des erreurs d'appréciation, des erreurs de jeunesse aussi, parce qu'il y a quand même une équipe qui est jeune.
une équipe qui est aussi toujours, je dirais, en maturation. Donc ça fait partie aussi du travail, ça fait partie aussi de l'aventure finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire ne pas forcément être le meilleur à la fin de la saison, mais d'être meilleur à chaque sortie, à chaque match, à chaque mois, à chaque tour pour que les gars mûrissent, pour que les gars prennent de la bouteille et surtout qu'ils s'affirment dans cette catégorie qui finalement n'est pas si facile que ça, parce qu'on voit encore la semaine dernière où le dernier gagne contre le premier, donc tout est ouvert et c'est ça qui est intéressant dans un apprentissage, je dirais, qui est en accéléré pour ces gars, mais c'est positif parce que surtout et moi c'est ça qui me plaît, c'est que les garçons grandissent et s'affirment. Et ils ont montré une belle réaction aussi par rapport à la dernière sortie, celle du week-end dernier, une défaite 6-0 à la Chaux-de-Fonds. Il fallait réagir, ils l'ont montré sur le match d'hier. On devait réagir, absolument. On devait réagir. On le sait, les accidents, ça arrive. Je suppose, et j'en suis presque certain que ça l'a été, un accident de parcours où voilà, pendant 35 minutes, il y a eu un certain blackout où quand l'adversaire attaquait, finalement, tout lui arrivait, tout lui était permis. On a eu pendant 35 minutes un passage à blanc où on a manqué de caractère, aussi de personnalité, forcément aussi lié à la catégorie, la jeunesse, je dirais plutôt. Le groupe était vraiment convaincu et surtout il tenait de réagir avec la réception de la Sarah, un bon adversaire aussi finalement, avec des joueurs très intéressants. Mais je crois que l'équipe s'est mise sur les bons rails, pour rectifier cela samedi. Le FC Sion M21 qui est 3e de Première Ligue après 14 journées, qui avait terminé 10e la saison dernière de ce même championnat. Vous parlez d'un manque d'expérience, mais il y a quand même un peu plus d'expérience, j'ai envie de dire, de cette catégorie-là pour votre équipe. C'est ça qui explique cette évolution. Plusieurs joueurs étaient déjà là l'an dernier et ont vécu cette première saison en Première Ligue. Le FC Sion M21 qui avait été relégué il y a une année et demie. Il y a déjà une année d'expérience en plus dans la Ligue, avec un contingent qui avait été lors de la rétrocession de la Première Ligue, promotion de la Première Ligue, qui a été, je dirais, à 86-90% changé, avec des jeunes de 2003, 2004, 2005 aussi qui sont présents, qui sont en masse. Donc voilà, c'est des jeunes qui sortent de l'élite, qui sortent du football des jeunes pour arriver dans un football d'adulte avec des joueurs expérimentés. Certains, j'ai même eu la possibilité de les rencontrer moi-même en tant que joueur, donc voilà, ça date. L'expérience joue un rôle très important dans cette catégorie et cette année a été importante, difficile aussi, mais c'est dans la difficulté où on voit finalement le progrès et ça a été très bénéfique pour ces jeunes. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail sur beaucoup de points importants, je dirais. Mais voilà, c'est positif et surtout ils adhèrent et surtout ils comprennent et ils retiennent un petit peu les erreurs entre guillemets et rectifient ça au quotidien lors des séances d'entraînement qui sont de plus en plus qualitatives. Et il y a aussi des joueurs d'expérience dans votre équipe, quelques-uns, on va le dire quand même, avec Thibaut Constantin notamment, qui a 29 ans, qui est le meilleur buteur du championnat de Première Ligue, avec Kevin Fickencher qui s'entraîne avec vous, qui a joué quelques matchs en ce début de saison. On connaît son parcours au FC Sion. C'est des hommes qui sont importants dans votre vestiaire, dans ce groupe, pour tirer les autres vers l'Euro, pour leur partager leur expérience, notamment celle d'un Kevin Fickencher, qui en a plus évidemment du haut niveau que Thibaut Constantin. Je dirais qu'ils sont très importants. On parlait tout à l'heure, juste avant l'émission, avec Dany, d'une colonne vertébrale qui est finalement très importante pour la construction d'une équipe, et Kevin fait partie de cela. Donc ça a été quelque chose pour nous de très bénéfique. Aujourd'hui, les jeunes, quand Kevin prend la parole ou quand Kevin dit quelque chose, c'est écouté, c'est entendu, c'est intégré. Et quand Thibaut parle, c'est pareil. Thibaut, c'est un joueur qui est important, qui n'est pas forcément le plus loquace, mais c'est un joueur qui amène beaucoup par son expérience et puis par ses goals, bien entendu, et sa qualité de footballeur. Mais ce sont des apports qui sont nécessaires, je dirais, pour entourer ces jeunes, pour les faire grandir et surtout pour qu'ils deviennent meilleurs. On en parlait avant l'émission avec Dany. La transition est toute faite avec Dany Gélina, notre consultant hockey. Prochain invité de cette émission en deuxième partie sera juste après une petite respiration musicale. Merci beaucoup Stéphane Sarny d'être venu nous trouver ce soir. Prochain rendez-vous pour le FC Sion M21, ce sera samedi prochain avec la réception à nouveau à domicile de Port-Alban-Glétran à 15h. On vous souhaite d'ores et déjà un bon match et une bonne suite de saison avec le M21. Merci.
Il est l'heure d'ouvrir notre désormais traditionnelle page consacrée au hockey sur glace dans cette émission. Les 3 clubs valaisans de Swiss League sont engagés ce soir. Un petit coup d'œil aux résultats pour vous dire que Viège est actuellement mené 3-1 sur la glace de Bâle, que Martigny est aussi mené sur sa glace du côté du Forum 2-1 par Holton et que Sierre mène 2-0 pour l'instant du côté de Graben face à Winterthur. Bonsoir Dany Gélinas. Oui, bonsoir. Vous êtes notre consultant hockey pour cette saison sur Rhône FM. Une grosse semaine en perspective pour le hockey valaisan. 3 derbys au programme: Viège-Sierre mardi, Sierre-Martigny jeudi et Martigny-Sierre samedi. Un très très beau programme pour les amoureux de hockey de notre canton, notamment les supporters du HC Sierre qui ont 3 derbys en l'espace de 5 jours. Ça fait beaucoup de derbys en très très peu de temps et j'ai presque envie de dire que trop de derbys tue le derby. Alors il faut faire attention à ce genre de détails lorsqu'on fait un championnat. Si on veut garder la santé sportive des clubs et l'engouement des supporters, je crois que c'est pas la bonne manière, même s'il y en a qui aiment ça, c'est pas la bonne manière d'agir si on veut promotionner correctement le hockey sur glace, en sachant aussi que, si je me trompe pas, je suis pas un grand spécialiste de la Sainte-Catherine, mais je crois que c'est la Sainte-Catherine. Alors du coup, c'est un gros week-end pour Sierre. Oui, il y aura de quoi faire la fête dans la Cité du Soleil. Avant cette grosse semaine, je vous propose qu'on s'intéresse aux 3 clubs valaisans dans l'ordre actuel de leur classement. On commence donc par Martigny, le meilleur élève du canton, qui pointe au 6e rang pour l'instant du classement. Vous êtes surpris, Dany Gélinas, de voir le HC Martigny pointer en tant que meilleur élève du canton, au-dessus de Sierre, au-dessus de Viège? Oui, ils me font mentir, je veux dire. Et puis ça, il n'y a pas de problème avec ça, ils ont le droit. La première saison est toujours un petit peu compliquée. L'équipe a été construite vraiment en profondeur. Un nouvel encadrement, enfin, vous voyez. Alors, ça fait beaucoup de choses en même temps et finalement, ils nous font mentir. Ils arrivent à bien jouer, ils arrivent à gagner des matchs, même un peu sur le fil, ou des matchs où ils jouent pas bien, puis ils arrivent à gagner des matchs. Il y a eu beaucoup de valses. Il y a des joueurs en licence B qui viennent, qui repartent. C'est pas facile à gérer, mais en tout cas, pour l'instant, ils nous font mentir. Ils travaillent bien. Il n'y a pas l'air à avoir trop d'histoire là-bas non plus. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très bon dans un environnement de travail de l'équipe et du club. Alors, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, il va quand même falloir arrêter de dire que c'est une surprise parce que finalement, s'ils perdurent comme ça jusqu'à Noël, c'est quelque chose de beau qu'ils sont en train de faire. Ouais, le principal mérite du club, du staff, même des joueurs, c'est finalement que la mayonnaise ait pris aussi vite avec un effectif qui a été complètement remodelé, vous l'avez dit, pour digérer cette promotion, j'ai envie de dire. Oui, mais le mérite vient dans un premier temps au club. Ensuite, ça redescend directement sur l'organisation du staff qui a su vendre un projet aux joueurs. Quand on dit un projet, c'est un projet soit sur le long terme ou de construction ou un projet de jeu. Et tout le monde a adhéré à ce projet de jeu ou ce projet à long terme. Et puis aujourd'hui, on a des garçons qui sont contents d'être là, des garçons qui ont envie d'accomplir quelque chose. Certains garçons ont envie de montrer qu'ils sont capables de jouer à ce niveau-là. Je connais ça, j'ai déjà vécu ça avec Sierre, où certains joueurs avaient été ignorés, boudés par la Ligue. À l'époque, ça s'appelait la Ligue B. Et ils ont eu une opportunité avec Sierre de monter. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec Martigny. Il y a des joueurs qui ont envie de montrer que finalement, beaucoup de clubs avaient tort de bouder ces joueurs-là. Il y a notamment 2 étrangers du côté de Martigny, avec Eric Kuhlman et David Lindquist, 2 Suédois, qui ont tout de suite trouvé leur marque dans le championnat de Swiss League. C'est le défi, ça, lorsque l'on est un club qui monte en Swiss League. Il faut trouver la bonne paire d'étrangers directement. On connaît l'importance des renforts étrangers. Ah, c'est certain, mais lorsqu'on regarde les étrangers de Martigny, c'est pas 70% de débuts qui marquent. C'est pas des gars qui ont énormément de points. Ils en ont, bien sûr, mais ils en ont pas énormément. Par contre, je les ai vus jouer et c'est des joueurs qui sont vraiment intégrés dans le collectif. Ils travaillent pour le collectif, ils s'impliquent pour le collectif. Lundqvist à l'attaque, il est très, très, très intéressant comme joueur. Il paye pas de mine, on le voit pas toujours, mais il est toujours là. Il fait toujours le petit effort qui va faire la différence. Il est capable de faire la différence aussi en repli défensif. Il est capable de jouer en désavantage numérique. Et ça fait toute la différence. Lorsque vous avez un étranger qui est capable de montrer la voie et qu'il n'y a pas que les points qui comptent, il va arriver à un moment donné, ça va peut-être compter pour lui. Ça, c'est clair, on le sait tous. Mais pour l'instant, Martigny n'a pas besoin d'un joueur tout feu, tout flamme. Ils ont besoin d'un joueur capable d'amener et de suivre et de supporter tous les joueurs de l'équipe et amener Martigny dans la bonne direction. Et pour l'instant, le joueur qui marque du côté de Martigny, en tout cas le meilleur compteur, le top scorer, c'est Leonardo Fourer. Ah, lui, il est tout feu, tout flamme. Alors là ça, c'est arrivé de la Chaux de Fonds cet été. C'est vraiment la bonne pioche, ça, pour Oui, Martigny. C'est la bonne pioche, mais c'est peut-être aussi le petit qui fait que Martigny est 6e et pas 8e. C'est un joueur suisse capable d'apporter une contribution offensive importante, ce qui enlève de la pression sur les étrangers, où tout le monde peut jouer son hockey.
On va maintenant s'intéresser au deuxième club valaisan dans la hiérarchie du classement actuel, le HC Sierre, 8e, un club forcément qui vous est cher, Dani Gelina, on le sait, le HC Sierre qui mène pour l'instant 2-0 contre Winterthur, mais qui n'a toujours pas trouvé son vrai rythme de croisière, j'ai envie de dire, cette saison. Oui, c'est un peu bizarre. Je peux pas vous dire le comment du pourquoi, parce que pour comprendre ça, il faut vraiment être dedans. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que, je sais pas, l'envie est là, l'attitude est là. Je les ai vus jouer et il n'y a pas de contre-indication par rapport au désir, à la motivation, à la détermination des garçons. Il y a certains matchs où les garçons sont pas payés, ils touchent beaucoup la barre horizontale, le poteau, des filets vides. On a pu voir contre Martigny où ils ont tout fait presque à un moment donné, mais ils marquaient pas. Alors, la rondelle ne tourne pas forcément pour eux pour l'instant. Alors, on a l'impression que la mayonnaise ne prend pas parce que le résultat n'est pas là. Mais finalement, si le vestiaire est bon, si le vestiaire est sain, j'ai bien dit, pas juste bon, mais il faut qu'il soit sain. Ben, je pense que les choses vont se mettre en ordre tranquillement, pas trop vite. Ça sera peut-être pas une saison où les garçons vont terminer dans les 4 premières places, mais c'est une saison où finalement les gars doivent travailler pour se jouer placé, si je peux dire ça comme ça, jouer placé pour préparer les séries éliminatoires. C'était pourtant l'objectif qui était annoncé par le club, finir dans les 4 premiers à la fin de la saison. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été consentis sur le marché des transferts durant l'été. Est-ce qu'on a été trop impatient du côté du HC Sierre? Est-ce qu'on s'est vu trop beau? Il faut finalement que, voilà, on va chercher de bons joueurs, mais il faut que la mayonnaise prenne, comme c'est le cas à Martigny. Oui, il y a une dynamique à Sierre qui fait que peut-être parfois on est peut-être plus pressé que ce qu'on devrait le faire, mais en tout état de cause, aujourd'hui, l'équipe, elle est performante. Quand je dis performante, c'est que quand on la regarde sur papier, il y a vraiment quelque chose de bon dans ce groupe, il y a de la profondeur, ils sont capables de jouer avec 4 trios vraiment pour les amener. Il faut que la défense tienne, il faut que les grands garçons, il faut que les leaders, il faut que Elliott Mera, il faut qu'un Maxime Montandon, Nicolas Donzin, et je suis presque obligé de dire qu'un leader, Jonas Berthoud, pour moi, c'est un joueur qui progresse d'entraînement en entraînement ou match en match. Alors, c'est des garçons qui doivent montrer la voie défensivement et il faut que le HC Sierre arrête de prendre des buts et commence à gagner des matchs un peu plus serrés. Il faut que la HC Sierre arrête de prendre des buts. On est toujours plus malin par après, mais la HC Sierre s'est renforcée uniquement offensivement durant l'été. On en a déjà parlé sur ONFM. Pas de renfort défensif. Est-ce que ça, c'est un pari qui a été pris, un pari qui est peut-être perdu par le HC Sierre avec plusieurs joueurs qui sont blessés, notamment Sacha Berthoud qui est touché, qui a fini sa saison. Il y a Voardou qui a été touché vendredi à Bâle. On ne sait pas encore s'il pourra tenir sa place sur les prochains matchs. Un pari pour le HC Sierre. Nicolas Donzin, je crois qu'il a été blessé aussi un petit peu un moment. C'est vrai que ça peut devenir serré. Mais vous savez, le marché des défenseurs expérimenté, attention, expérimenté est très, très, très léger. C'est sec, il n'y a pas grand-chose. Et quand il y en a un sur le marché, malheureusement, il ne faut pas hésiter. Il faut essayer de voir un peu... c'est un peu l'effet, dans une ligue bien différente, c'est l'effet Bernie. C'est-à-dire que lorsque des défenseurs, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a qui arrivent, J'ai vu des U17 à Montreux. Il y a 2-3 garçons qui sont super intéressants, mais ils ont 16 ans. Alors, il faut quand même leur laisser le temps. Mais enfin, défenseurs, c'est difficile à trouver. Le HC Sierre qui s'est engagé dans les 3 derbys de cette semaine. Vous en avez parlé. On tue un peu l'esprit du derby, mais est-ce qu'on peut dire que cette semaine, c'est un peu un qui tout double pour le HC Sierre qui a presque plus à perdre qu'à gagner sur ces 3 derbys? C'est sûr que des derbys, on a toujours plus à perdre. On se souvient tous qu'à un certain moment donné, tu peux perdre tous tes matchs à Lugano, mais si tu gagnes les 6 derbys contre Ambry, tu peux garder ton boulot. Mais là, c'est serré. Les derbys, c'est toujours émotionnel, c'est toujours très, très fort. Et là, vous avez Martigny qui s'est rajouté dans le derby cette année, et vous en avez 3 dans la même semaine. Alors, émotionnellement et physiquement, ça va être une très, très grosse semaine pour les joueurs de Sierre. Et on finit donc par parler du club qui possède une nouvelle patinoire, qui peine depuis qu'il a la nouvelle patinoire à avoir des résultats, le HC Viège. Je vois secouer la tête là, lorsque j'évoque le HC Viège qui est pour l'instant mené 3-1 du côté de Bâle. Le HC Viège, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce club qui est 9e, qui stagne toujours sous la barre, alors qu'il a les moyens de faire mieux? Sincèrement, je pense que si je le saurais, je pense que j'aurais encore mon boulot, mais c'est difficile, c'est très, très, très difficile là-bas. Il y a des choses... Tout est réuni. Tout est réuni. Il n'y a rien à dire. Il y a une salle de travail, il y a une salle de fitness, il y a une salle d'accueil pour les joueurs, il y a une grande salle de massage. Il y a tout ce qu'il faut. Les garçons ont tout ce qu'il faut. Le club a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de beau et de grand. Mais je ne sais pas ce qui bloque. Mais parfois, il y a une chose qui, moi, il m'a frappé énormément. Mais même quand j'allais voir jouer l'équipe suisse, par exemple, si comme ça, on ne parle pas du HCB de cette façon-là, c'est que c'est froid.
C'est froid. Il faut... Le HC Viège n'a pas bien déménagé dans sa patinoire. Parce que dans l'autre patinoire, il faisait moins 20 tout l'hiver, puis il faisait chaud dans ce patinoire. Il faisait chaud. La l'Inter allait, il faisait moins 20 l'hiver. Quand tu allais jouer là-bas avec les juniors ou l'équipe première, il faisait une froideur dans cette patinoire. Mais l'ambiance était chaude. Il y avait de l'ambiance, il y avait de l'excitation. Et le déménagement ne s'est pas fait. Ne s'est pas fait correctement. Pour quelle raison? Je suis bien malin, je suis pas dedans. Je peux pas dire quoi que ce soit parce que des yaka, c'est très facile. Mais en tout cas, le déménagement ne s'est pas bien fait. C'est froid. Il n'y a pas de chaleur. Les fans ne se retrouvent pas. Les fans ne sont pas assis à la même place, dans le même sens, ils sont à l'envers, ils sont perdus. Et pourtant, on a l'impression qu'ils ont tout essayé. Les dirigeants du HC Viège, depuis qu'il y a eu ce déménagement d'un nouvel patinoire, ils ont engagé de grands noms, ils ont cassé leur tirelire. Là, cette année, on revient à quelque chose de plus modeste avec l'engagement de jeunes joueurs. On paye un peu moins. On est passé par des staffs suédois, nordiques, des staffs nord-américains. Vous en faites partie. Là, maintenant, on a un entraîneur danois qui est expérimenté, qui a eu du succès ailleurs avec Heinz Sellers, et ça ne prend pas. Est-ce qu'on peut quand même espérer que ça tourne enfin pour le HC Viège à l'avenir? Écoutez, tout à l'heure, on a parlé de football, on a parlé que les joueurs doivent être capables de prendre leurs responsabilités. Il arrive un moment, c'est quand même les joueurs qui sont sur la glace. Parce que là, aujourd'hui, si vous me dites que Heinz Sellers, c'est pas un bon coach, là, il y a un problème. Il y a un problème. C'est un entraîneur international. C'est un entraîneur qui a fait ses preuves. Il n'y a pas... après, est-ce que la mayonnaise prend? Est-ce que le contact avec les joueurs est bon? Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que Heinz, c'est un solide. Hein. C'est pas... C'est quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne passe pas, et il n'y a pas de feu. Il n'y a pas le feu. Et les garçons n'arrivent pas à garder le feu. Et là, cette année, d'habitude, ils arrivaient toujours au niveau des derbies à aller chercher quelque chose de ce type-là. Et là, dans les derbies, j'espère que ça va être la bonne semaine pour eux, pour le derby, parce qu'ils n'en ont pas gagné un depuis le début de la saison. Hein. Oui, il y a un mal qui touche le HC Viège, qui touchait à l'époque le FC Sion en Super League. Chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive à Viège, il devient mauvais, si on peut dire ça, ou en tout cas, il a plus de peine, vous le dites. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités, mais ce n'est pas les mêmes joueurs chaque saison, et au final, les résultats sont toujours les mêmes. Écoutez, on peut dire ce qu'on veut, c'est parfois, il y a certains joueurs qui ont plus de mal, ou même un entraîneur, qui peut avoir plus de mal de vivre dans une certaine région, dans une certaine culture où elle n'est pas facile. Tout le monde sait que vivre dans le Haut-Valais, c'est pas facile. Il faut prendre son temps. Il faut que les gens sont pas forcément très ouverts. Ils attendent et à un moment donné, finalement, tu n'as jamais le temps d'attendre parce que tu ne peux pas finir ce que tu as commencé. Alors du coup, c'est dur de t'intégrer et la langue fait que c'est quand même très compliqué, que ce soit un joueur étranger ou que ce soit un entraîneur étranger ou un entraîneur qui ne parle pas la langue correctement. C'est très compliqué. Voilà pour ce point complet sur l'état de forme des trois clubs valaisans. À l'aube d'une semaine, on l'a dit, une grosse semaine de derby. On le répète, les affiches de cette semaine. Viège-Sierre, mardi à 19h45 à la Lonza Arena. Sierre-Martigny, jeudi à 20h. Et Martigny-Sierre, samedi à 19h. Un dernier coup d'œil au résultat. Viège toujours mené 3-1 à Bâle. Martigny toujours mené 2-1 sur sa glace par Holton. Et le HC Sierre qui mène, lui, toujours 2-0 face à Winterthur. On est dans le troisième tiers à Bâle et à Martigny. On est à la deuxième pause du côté de Graben. Merci beaucoup, Dany Gélina, d'être passé une nouvelle fois au micro de Rhône FM ce soir. On se retrouvera dans quelques semaines. On ouvre une page consacrée au ski alpin et à ce triste bilan. 8/8 pour les épreuves de Zermatt. Cervinia, 8 courses, 8 annulations depuis l'an dernier. Ce week-end, c'est le vent qui a eu raison des épreuves féminines au pied du Cervin. Et pour en parler, j'accueille une néophyte derrière le micro de Rhône FM, Paola Cavalli. Bonsoir. Bonsoir. Alors Paola Cavalli, on peut vous présenter comme une Tessinoise au passeport valaisan, puisque ça fait 20 ans maintenant que vous êtes établie dans notre canton. Plusieurs rôles à votre actif, depuis coach puis chef alpin à Ski Valais entre autres. Vous êtes aujourd'hui spécialisée dans la condition physique. C'est vous notamment qui préparez sur ce plan-là les athlètes féminines de l'équipe suisse de Coupe d'Europe de technique. J'ai essayé d'être complet. On parlera un peu plus de vous dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose de revenir sur ces épreuves donc de Zermatt Cervinia qui ont réussi ce qu'on peut appeler le Grand Chelem. 8 annulations en 8 courses. Et avant de vous entendre à ce propos, je vous propose d'écouter l'interview de Franz Julen, le président du comité d'organisation de ces épreuves transfrontalières. Il répondait tout à l'heure à notre envoyé spécial Hugo da Custodia. Le pire des choses, la catastrophe pour moi est quelque chose d'autre. Pour moi, c'est une course et ça reste une course. Il faut garder les relations. Je suis loin de dire c'est une catastrophe, c'est le pire. Oui, c'est dur. On a tout donné pendant 2 ans. C'est surtout dur pour mon équipe, mon directeur général, les gens qui ont cru dans cette manifestation, qui m'ont suivi avec ma vision, nos idées, les 500 bénévoles qui sont venus de tout le monde entier. On a eu beaucoup de Suisses romans.
On a eu des gens de l'Amérique, de l'Asie qui sont venus. Pour eux, c'est surtout dur. Moi, je connais le sport très très bien. Dans le sport on gagne, dans le sport on perd. Ça c'est la vie, c'est dur. Mais d'autre côté, il y avait des gens qui ont été très sceptiques, qui ont dit oui, les Zermatois, les gens de Cervinia, pendant 40-50 ans, ils n'ont plus organisé des courses de ski, ils ne sont pas capables. Tout le monde nous a dit, on a organisé un événement sur le vraiment top niveau. Ça nous donne de confiance, mais la nature n'était pas avec nous. Et la nature, heureusement, est toujours plus forte que chaque personne. Et puis ça, il faut respecter et accepter, même si c'est dur, mais ce n'est pas du tout une catastrophe. On a senti l'émotion hier soir déjà, comme si vous anticipiez que tout allait malheureusement quand même être annulé. Vous y croyez encore pour aujourd'hui ? 50-50. On connaît le temps ici, on connaît les vents. Ce matin à 6 heures, j'étais convaincu, je suis sorti de l'hôtel, il y avait beaucoup de vent. Mais après, on a reçu le message qu'ici, il n'y a pas de vent, comme presque maintenant. Après, j'ai repris la confiance et j'étais convaincu qu'on va faire une course. Fransjoelen, vous êtes aussi, entre guillemets, l'image de ces courses, pour le meilleur et pour le pire. Il y a eu toutes ces polémiques. Comment vous avez vécu tout cela à titre personnel ? Ce n'était pas évident, mais moi je suis une personne, je suis prêt à prendre la responsabilité. Je suis quelqu'un qui est là quand il fait du soleil, mais aussi quand il fait mauvais temps. Ça c'est mon caractère, ça c'est ma personnalité, c'est pourquoi j'étais là aussi quand il y avait des critiques. J'ai dit qu'on a fait des erreurs, on s'est excusé, ça fait partie de ma personnalité aussi. Et puis c'était dur, mais dans 2 heures c'est terminé. Est-ce que vous avez des craintes ? Est-ce que vous avez peur par rapport à ce qui va se jouer sur le plan politique, juridique, les tribunaux, etc. ? Non, il faut garder la relation, les fautes qu'on a faites. S'il faut payer une amende, on va le faire. Si on croit que l'amende n'est pas justifiée, on va faire, comme on dit, de recours. Mais on va analyser ça. Et si il nous prouve qu'on a fait quelque chose de faux, exactement là, on va payer ce qu'il faut payer et puis on va essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Paola Cavalli, on l'a entendu dans les propos de Fransjoelen, il reste très positif, très optimiste malgré tous ces coups durs. Difficile pourtant d'imaginer pire scénario que 2 annulations, 2 années consécutives pour des épreuves qui se lancent tout juste sur le circuit de Coupe du Monde. Oui, c'est vraiment dommage parce que c'était un projet visionnaire. C'était ambitieux, mais il y avait des chances quand même de réaliser des entraînements et des courses. Je pense qu'ils ont vraiment eu le pire de scénario. Mais la première réaction, c'est vraiment du mal au cœur pour toute l'organisation qu'il y a derrière. Quand on connaît le travail qu'il y a derrière ces manifestations, c'est vraiment dommage. Et puis, ouais, c'est dur pour tous ces gens. Toute cette organisation, tous ces bénévoles qui ont travaillé de manière acharnée durant les dernières semaines, durant les derniers jours, pour mettre sur pied ces épreuves. On a attendu la dernière minute vraiment pour annuler. On a tout tenté, le tout pour le tout. Pourtant, voilà, dès cette semaine, on avait la sensation, en regardant les prévisions météo, que ça allait pas pouvoir le faire ce week-end. Oui, et puis les entraînements, ils ont prouvé que la piste, elle était prête, que les organisateurs, ils étaient prêts. Et puis c'était intéressant aussi, il a sorti les statistiques des dernières 15 ans dans une interview en allemand. Et puis les statistiques parlaient quand même un peu plus positives que ces annulations totales qu'on a eues. Ouais, c'est le paradoxe de ces 2 dernières années. L'an dernier, il n'y avait pas assez de neige. Cette année, il y a eu trop de neige, trop de vent aussi pour que ces épreuves puissent avoir lieu. Est-ce que c'est vraiment réaliste de mettre sur pied des épreuves à cette période de l'année, à cette altitude aussi ? Je trouve que penser de faire 3 entraînements et 2 courses, femmes et hommes, donc 10 sur 10, c'est pas réaliste, mais d'arriver à organiser 1 à 2 entraînements avec des courses, ça c'est quand même réaliste. Normalement, on sait que quand on va sur les glaciers, on skie peut-être 2 jours sur 3, mais ce qui est 2 sur 10, c'est quand même des scénarios
anormal. Et sur ces 10 derniers jours, plutôt avant que la caravane, j'ai envie de dire, de la Coupe du Monde arrive à Zermatt et à Cervinia, il y avait déjà eu pas mal de polémiques. On avait beaucoup parlé en mal de ces épreuves pour les travaux qui ont été réalisés sur le glacier du Théodule. On a l'impression, Paola Cavalli, que l'organisation de ces épreuves ressort vraiment perdante de cette édition 2023, de par les polémiques, de par ces 2 annulations aussi. Oui, après ces polémiques, je trouve les réseaux sociaux donnent quand même des images un peu fausses du tout. Parce que moi, c'est depuis quand j'ai 12 ans que je suis sur les glaciers, j'ai toujours vu ces pelleteuses sur le glacier. Si elles détruisaient le glacier, on aurait vu nous-mêmes les dégâts. Elles entretiennent le glacier, elles ne le détruisent pas. Et puis je pense ça maintenant, les gens, à petit, peut-être, elles vont être sensibilisées. Et puis cette fausse information de cette année par rapport à ça va tomber à l'eau les années suivantes. Une image négative pour Zermatt par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Pourtant, Zermatt reste une station importante, et ce depuis des années, pour le ski alpin, notamment durant l'été, pour la préparation, pour les entraînements. Oui, je pense à court terme, c'est une image négative, mais ils organisent plein d'autres événements aussi hors du ski pour que leur image reste quand même très positive. Certains athlètes, notamment Michel Guizine, ont appelé la FIS ces derniers jours à revoir complètement le calendrier de la Coupe du Monde pour l'avenir, à replanifier ces courses de Zermatt-Cervinia. On se dit que c'est peut-être mieux de les prévoir en fin de saison, en mars, en avril. Est-ce que ces 2 annulations peuvent être le point de départ d'un nouveau travail de fond, finalement, pour la fédération, d'une petite révolution ? Et actuellement, il y a plein de théories, on peut dire, mais il y a déjà eu aussi des réflexions là-dessus. C'est impossible de les organiser à fin de saison si au niveau logistique et puis au niveau des travaux, etc. Pour finir, c'est encore plus incohérent de les organiser à fin de saison, apparemment. Et puis, ça reste le fait que c'est une piste facile pour être une descente. Et puis, c'est bien la placer comme première épreuve pour le calendrier qui va venir. Donc, on n'aura jamais des arguments qui font à 100% pour un côté ou pour l'autre. Mais ce n'était pas tout faux non plus les prévoir maintenant. Une piste facile, vous le dites. Lara Gout-Berami a notamment dit que c'était la plus facile se faire du circuit de Coupe du Monde. Ça aussi, est-ce que c'est vraiment vendeur pour une étape qui veut se lancer sur le circuit de Coupe du Monde, qu'on dise d'elle que c'est la descente la plus facile du circuit? Après, la vitesse, c'est pas, ma discipline où j'ai le plus de compétences. Il y avait quand même des vitesses très hautes, très élevées. Et puis, je pense dans les années suivantes, on peut toujours rendre la piste plus difficile avec le tracé ou avec le terrain. Donc ça, il y a aussi des adaptations qui peuvent être faites en gardant la course au même endroit. Et Didier Defago, le concepteur de cette piste de la Grande Bécale, a d'ailleurs annoncé qu'il y aura des réflexions qui seront faites sur cette piste pour l'avenir. Franz Julen a lui dit qu'il reviendrait, ça c'est sûr, qu'il retenterait l'expérience l'an prochain et dans les années suivantes. C'est tout ce qu'on souhaite évidemment aux organisateurs de Zermatt-Cervinia, qu'ils puissent mettre sur pied des courses. On va maintenant parler un petit peu de vous, Paola Cavalli. Je l'ai évoqué tout à l'heure, vous êtes une Tessinoise arrivée en Valais il y a une grosse vingtaine d'années. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter un si joli canton que le Tessin pour venir ici en Valais? C'est aussi un très beau canton, le Valais. Oui, c'est le ski. Donc je suis venue en Valais au début pour faire la patente. Puis je venais déjà en vacances depuis tout petite en Valais. Et puis j'ai découvert que c'est un rêve, vivre ici pour travailler dans le ski. Et il y a tout ce qu'il faut. Et le Tessin, c'est bien pour les vacances. Vous l'avez dit, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été chef alpin auprès de Ski Valais. Le nouveau chef alpin de Ski Valais, c'est Reto Grisenhofer, un autre Tessinois qu'on a eu dans cette même émission il y a quelques semaines. Et il nous disait qu'il était honoré finalement de pouvoir travailler dans un canton qui respire vraiment le ski alpin, qui a une vraie culture du ski alpin. Vous partagez ce constat? Oui, c'est vrai que les Tessinois, on est des passionnés du ski alpin quand on est dans ce milieu, mais on a une grosse minorité. Et quand on arrive en Valais, on voit combien de villages, de ski clubs vivent vraiment pour ça. Et ça dit, c'est bien d'être là. Coach de ski alpin dans le passé, désormais vous êtes spécialisé dans la condition physique. Parlez-nous un peu de ce domaine-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans le domaine de la condition physique? La condition physique pour le ski alpin, c'est vraiment quelque chose de complexe et varié. Et puis, c'est quelque chose qui me passionne, autant qu'entraîner sur les skis. Donc, je fais maintenant encore les deux. Mais je trouve que c'est très intéressant la préparation physique. Et responsable de la condition physique pour l'équipe féminine de technique de Coupe d'Europe. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, les premières courses se feront à ce niveau-là. Ce sera dans 3 semaines en Autriche. Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement à quelques jours, quelques semaines finalement du début de la saison avec ces filles? La préparation physique, on l'a fini plutôt vers fin octobre. Et puis là, elles sont sur les skis pour surtout peaufiner les derniers détails sur les skis.
On a des courses fixes de préparation avant de passer aux Coupes d'Europe, que par contre, c'est à Légion, c'est à Zinal. Mais en technique, c'est en Autriche, ça fait erreur, non? Ou c'est moi qui me suis trompé Et tout de suite après, C'est peut-être moi qui me suis trompé dans le calendrier. Bref, ce sera en tout cas début décembre, ces premières étapes de Coupe d'Europe. Merci beaucoup, Paola Cavalli, d'être venue nous trouver ce soir. Merci à Mathis, à la technique, qui me regarde et puis qui me dit que j'ai déjà dépassé le timing. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au rendez-vous ce soir. Zone Mixte revient évidemment la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente fin de soirée et bonne semaine. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.